Aujourd'hui, par l'intervenant, on profite de l'expertise d'Anthony. Je pense que tu es l'une des personnes les plus capées que j'ai eu la chance de recevoir sur le webinaire en plus, donc ça fait vraiment très plaisir. Et bah, il y a moi aussi. Mais si on peut parler de toi un tout petit peu, tu vas nous le redire tout à l'heure, mais tu as une belle expérience dans la négociation, tu as été dans de super boîtes et tu as dû gérer des beaux déploiements à la fois à l'étranger, mais aussi en France. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, merci à toi, Paul-Étienne. Ouais, donc moi, j'ai à peu près 15 ans d'expérience dans des rôles en fait commerciaux, hein, de compte exécutif, principalement dans des boîtes américaines, donc négociation grand compte, principalement, et avec plaisir, voilà, pour partager un petit peu cette expérience. Moi aussi. Alors, je rappelle un petit peu, vous le connaissez, ce webinaire, c'est aussi pour parler de la qualité d'Up2, bien sûr, vous le savez, j'imagine que personne n'est là par hasard. On est le premier cabinet de transformation commerciale en France. Maintenant, ça va faire bientôt 17-18 ans qu'on est là. Donc là, on se focus un petit peu sur le côté recrutement aujourd'hui, puisque la plupart d'entre vous sont de notre base candidat et donc des commerciaux que l'on place sur des jobs. L'année dernière, c'est quand même 2500 personnes qu'on a réussi à faire recruter, à recruter. Et vous le savez, on évalue aussi 100 000 commerciaux par an. En 2021, c'était 60 000, donc j'ai aussi laissé ce chiffre-là parce que je vais m'en servir un petit peu après pour une statistique importante. Mais voilà, n'oubliez pas, une vraie expertise terrain, et c'est ce qui nous permet non seulement d'avoir des beaux experts commerciaux tels que toi, Anthony, de mettre un petit peu nos tentacules partout où on peut trouver comme iSpot des experts aussi du commerce ou du sales enablement, mais aussi de vous donner cette valeur ajoutée aujourd'hui pour ce webinaire et de vous sortir nos meilleures pratiques de la négociation, puisque je vous le rappelle, ce webinaire est dans le cadre de la sortie de notre étude sur la négociation. Voilà, de notre matrice et de notre étude. La matrice, c'est un peu ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Et je vous le rappelle également, mais très rapidement, la raison d'être d'Op2, elle a jamais été aussi importante puisqu'il manque beaucoup, beaucoup de commerciaux en France. C'est un métier trop sous-estimé en France. Le nombre d'offres d'emploi donc dans les métiers du commerce, il n'a jamais été aussi élevé. Et on a constaté aussi, et évidemment, que le nombre de CV reçus a été diminué par deux depuis la crise sanitaire. Donc, les écoles de commerce sont devenues un peu des écoles de management, on le sait, et c'est plus difficile de recruter des gens qui ont faim d'objectifs, on va dire, en ce moment. Le programme. On va donc parler un petit peu contexte. Je vais vous livrer un petit peu ce qu'on a pu du coup analyser de notre côté sur la négociation ces 12 derniers mois. Bien sûr, je vais vous sortir quelques bonnes pratiques. Il y en a qui sont beaucoup plus évidentes que d'autres. Donc, j'ai envie, on se concentre beaucoup sur aussi la valeur que va ajouter Anthony aujourd'hui. C'est le plus important et c'est ce pourquoi je pense vous êtes là et moi aussi. Donc, on laissera place à notre intervenant le plus vite possible également, même si j'ai quelques slide importante pour vous à prendre peut-être en capture d'écran et à regarder ça de plus près. Alors, on va susciter un peu l'interaction, surtout maintenant qu'on a plus 21 personnes qui peut-être étaient encore en call commercial en train de mener des négociations comme jamais. Donc là, on est 142 et je vais vous donner le tout premier sondage que je devrais normalement retrouver juste ici. Voilà tout. Et là, je voulais lancer. Donc, le premier sondage et ce sur quoi j'avais un peu envie d'avoir votre son de cloche, c'est la question suivante. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez lors de vos négociations? Est-ce que c'est la gestion des objections? Est-ce que c'est l'identification des décideurs? Ou est-ce que c'est plutôt l'adaptation aux spécificités du client? Sans surprise, ça commence à me surprendre. Vous ne pouvez jamais voir les résultats en live. En fait, eux, ils ne les voient pas, mais je les partage après. Ça, au début, c'était beaucoup, beaucoup de gens sur la gestion des objections. Donc, on était à 90%. Et là, ça évolue en direct. On va être plutôt sur, ouais, on va être sur 60% de gestion des objections, 20% d'identification des décideurs et 30% d'adaptation aux spécificités du client. Mais il faut pas que je le dise. Peut-être que je trompe la data, en fait, parce qu'ils sont toujours en train de répondre. Allez, on a eu 110 réponses. On est 140. Je laisse encore 2 secondes, mais ensuite, je vous laisse tous profiter des réponses de chacun. Merci aux 110 personnes qui sont extrêmement connectées sur le sondage et je vous partage un peu les réponses. Ça t'étonne? Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça, effectivement, gestion des objections, c'est pas toujours facile. C'était un choix multiple aussi, je dois dire, c'est C'est un important. choix multiple, ouais. Donc, Mais, euh, donc, mais non, ouais, non, plutôt. Enfin, c'est plutôt finalement, il y a celui-ci qui sort, mais après c'est équilibré, donc je pense qu'il y a pas on mal va en de, parler. il y a pas mal de gens qui ont répondu à plusieurs. Et oui, la gestion des objections, c'est l'une des choses les plus importantes dont toi tu parles, mais dont on parle également dans l'étude. Puisque bien sûr, les objections, c'est peut-être aussi ce qui fait naître une négociation, en fait, une première objection.
mais on va parler définition juste après, parce que je trouve que c'est aussi important, quand on parle de notions comme ça, de poser les définitions. Ah bah voilà, ma transition est toute trouvée. Bon, c'est une citation, mais je vous rassure, je ne l'ai pas piqué sur la rose, je l'ai piqué sur notre étude, que d'ailleurs Fanny a beaucoup rédigée, que vous pouvez retrouver donc dans le chat, Fanny, qui répond à vos questions spontanées. La négociation, sans trop me lire, c'est donc un processus qui intervient à la fin du cycle de vente et qui a pour but ultime d'encadrer les clauses d'un contrat. Pourquoi est-ce qu'on l'a situé sur les clauses d'un contrat? Tu vas en reparler tout à l'heure, mais c'est parce que c'est pas simplement le prix, la négociation, c'est aussi les modalités, parfois les contreparties, et beaucoup de choses peuvent rentrer dans ces périmètres-là. Donc j'avais envie de rappeler que ça arrivait à ce moment-là. C'est pas négocier pour permettre, je sais pas, le premier call ou le premier rendez-vous. Là, on parle vraiment de la négociation en tant que telle au bout du cycle de vente et elle est très importante en ce moment. Je vais y revenir dans la semaine prochaine. Évidemment, vous le savez, il y a cycle de vente court, cycle de vente long. C'est juste pour rappeler qu'Anthony se situe beaucoup plus sur évidemment la deuxième partie et que la négociation sur le cycle de vente court, elle appelle à moins de préparation que la préparation de la négociation sur le cycle de vente long. Et donc, l'idée pour même ceux qui sont aujourd'hui en cycle de vente court, c'est de pouvoir tirer la valeur de tous les enseignements qu'on peut avoir dans les cycles de vente longs pour que vous puissiez les appliquer évidemment à votre day-to-day. Je ferme le premier sondage également. Et je passe à la prochaine slide. Je vous ai dit tout à l'heure, la négociation commerciale, c'est plus important que jamais. Je pense que beaucoup d'entre vous suivent ce qui peut se passer depuis plus de 12 mois, donc depuis 18 mois avec l'inflation. Il y a beaucoup de négociations commerciales. On l'a entendu cette semaine pendant une allocution présidentielle quand on parlait de la négociation commerciale des marges bénéficiaires. C'est un terme hyper brouillon, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire très attention justement à équilibrer en période d'inflation. Et même si ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'agroalimentaire, c'est plus que jamais présent entre gros acteurs et même dans la tech, même chez Up2. Enfin, vraiment, je pense que tout le monde doit faire face à cette augmentation des prix et donc à une renégociation de beaucoup de choses. Et la culture de la ristourne, c'est très français également. Je trouve. On recevait Eudes de Montessu, donc le Head of Sales de LinkedIn, sur le podcast Up2 il y a 2 semaines, et il nous disait, chez LinkedIn, ils font pas de négociation. Donc il y a aussi des boîtes américaines, la plupart du temps, même s'il y en a aussi des françaises, qui peuvent être très carrées là-dessus. Mais je pense que tu pourras nous expliquer un peu plus tard que c'est quand même pas la politique globale et que la négociation, ça fait partie de la vente aussi. Oui, et le prix, enfin, je vais en parler, mais le prix n'est pas le seul axe Ouais. de négociation Toi, aussi. tu Ouais. as aussi des jolies clés de contrepartie aussi à évoquer. Et donc, faire face au contexte économique, je vous le disais, c'est évidemment défendre ses prix. Et la statistique que je vous citais tout à l'heure sur les 60 000 commerciaux, c'est important de se dire que sur les tests qu'on a fait, sur 60 000 commerciaux, donc chez Up2, il y en avait 2 tiers qui n'étaient pas au niveau souhaité par leur manager. Donc, ça peut être un niveau, c'est vrai, il faut le dire, très attendu. On en attend toujours plus aussi parfois de ses collaborateurs. Mais ça veut quand même dire, si vous jetez un petit œil sur la présentation, qu'il n'y a qu'un commercial sur 3 qui serait suffisamment doué en négociation. Donc c'est vraiment devenu encore plus primordial que, entre guillemets, d'habitude pour continuer d'assurer évidemment le maintien et la croissance de nos entreprises. Donc j'avais envie de vous citer quelques bonnes pratiques. Elles sont assez classiques pour certaines, donc on va passer sur les plus importantes, mais je suis quand même revenu sur des fondamentaux, le fait de rester constructif, garder une attitude positive. Parfois, on peut avoir tendance, et aussi une culture assez hexagonale, de se refermer ou d'abandonner, même si c'est important de sacrifier et d'abandonner quand on sait que c'est perdu. Il faut bien faire la différence. Et bien sûr, faire de ses clients des partenaires, ça c'est aussi une notion que tu évoques beaucoup, Mm. et pour travailler sur le long terme et réussir à dépasser la pression. Donc là, on rejoint un petit peu le comportement. Mais vous êtes 147, donc on est de plus en plus, c'est inouï, pardon. Donc on va lancer le deuxième sondage. Quelle compétence vous semble la plus importante pour réussir une négociation? Je vais vous lancer le sondage, mais je m'occupe d'abord de mes petites animations. L'écoute active, la préparation ou la résilience. Voilà, je vous mets le sondage. Tac, tac, tac. Normalement, il devrait s'afficher. Donc vous pouvez le voir. Hop là. Et moi, je vérifie que je n'ai pas de message de la régie et que tout se passe bien pendant ce temps-là. Hop, hop, hop. Eh bien, tout va bien. C'est Et intéressant vous là aussi. continuez de répondre, surtout que là, c'est choix unique. Donc, j'avais envie de faire la différence parce qu'il faut, excusez-moi, vous porter un peu à choisir. L'écoute active, c'est marrant parce que il y a beaucoup de différences culturelles aussi, je pense, sur ce sujet-là. La préparation et la résilience, non, ça, pour le coup, la résilience, on est courageux ici. C'est bien. Et l'écoute active, c'est très important. Hop, hop, hop. Ouais, mais
Je suis assez d'accord, même si j'aurais peut-être mis la préparation en premier lieu quand même. Parce que la préparation a favorisé l'écoute active ou... Mais tu t'en penses quoi, toi? C'est intéressant. Résilience en dernier et l'écoute active en premier. Je suis étonné de la Genre, proportion. ouais, Elle moi soit si aussi. variée. Mais c'est vrai que écoute active et préparation, pour moi, c'est les deux, Je vous partage les résultats, comme ça vous c'est pouvez les deux voir clés. de quoi on parle en direct. 5% donc pour résilience, 34% pour préparation et 60% pour écoute active. C'est un vote assez manichéen, en fait, j'ai envie de dire, même s'il y a, il y a trois options. Et merci du coup aux 130 personnes qui ont répondu. Vous êtes de plus en plus impliqués et c'est tant mieux puisque ça va être de plus en plus intéressant avec l'arrivée d'Anthony dans quelques slides. Mais je vous le disais, des bonnes pratiques à partager avec vous pas trop doucement, puisque pour certains d'entre vous, je pense que vous connaissez la plupart. Je vous les remets et vous pouvez vraiment suivre, prendre des captures d'écran et on va se concentrer sur l'important et sur des choses sur lesquelles toi aussi tu vas revenir. Donc là, j'ai mis identifier les acteurs clés et gérer les objections, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez qu'il faut comprendre les enjeux spécifiques, s'adapter à son client et donc préparer une approche qui soit adaptée. Identifier les acteurs clés, gérer les objections, ça c'est encore plus important quand on est sur des belles ventes comme sur des ventes grands comptes comme toi, tu Mm. peux en avoir connu. On va parler de champions tout à l'heure, très important, mais ça c'est pour revenir un petit peu sur la base. Ensuite, je vois que Vincent, vous avez levé la main. Alors, on ne donne pas la parole sur les webinars, mais vous pouvez poser votre question dans l'onglet questions-réponses Q et R ou dans discussion. Et je laisse Fanny la prochaine fois prendre la main. Désolé de la distraction. Des méthodes et des réflexes constructifs, c'est peut-être un peu plus subtil, même s'il y en a beaucoup qui vont être des réflexes pour les commerciaux les plus innés d'entre vous. C'est évident que vous devez adopter le langage le plus clair possible. Moi, je trouve que la pratique d'être le plus honnête et de se poser en tant que partenaire, même si c'est évident également pour beaucoup d'entre vous, c'est la plus logique. La vente au loup de Wall Street, années 90, téléphone, pinceau, et puis on en jette plein la vue et en fait, on a beaucoup menti. C'est évidemment plus tenable et ça ne l'était déjà pas trop. Donc, donc on reste sur cette idée de vraiment se poser en expert et en expert conseil pour son client. Et ça passe par des questions ouvertes. J'ai mis des petites questions juste après pour que justement on vous apporte un maximum de valeur. Et pour revenir sur le troisième fondamental, l'avant-dernier, faire de ses clients des partenaires, donc travailler sur un petit peu le long terme, c'est mettre l'accent sur les avantages, les opportunités de collaboration. C'est là où on parle un peu de contrepartie comme tout à l'heure. Rechercher des solutions gagnant-gagnant pour renforcer la relation. Et c'est important, bien sûr, je vous le disais, de valoriser votre expertise, de se mettre en tant que partenaire client et de faire preuve d'adaptabilité face aux besoins éventuellement changeants du client, tout en mettant bien sûr parfois des limites. En utilisant des exemples clients, je vais justement y revenir tout à l'heure. Je me suis mis une petite animation de rappel, c'est important. Pour utiliser des exemples clients, justement, vous allez voir que quand vous dépassez les objections, on se disait là tout à l'heure, c'est ce que beaucoup d'entre vous peuvent avoir du mal à faire. Bien sûr, il faut gérer le stress et la pression. Bien sûr, il faut se rappeler aussi de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de peut-être pas trop le prendre à la fois pour vous, mais aussi pour votre offre et d'essayer de rester très concret dans ce que vous allez changer, apprécier, mais aussi dans votre analyse du coup de ces tenants et de ces aboutissants-là. Ensuite, garder son calme. Et je pense que ça, c'est évident, je vous l'ai dit. Trouver des solutions créatives pour sortir des impasses, bien sûr, et savoir quand prendre une pause pour mieux revenir dans la discussion. Voilà, je suis revenu un petit peu sur la théorie pour apporter un petit peu la pratique, trouver des solutions créatives quand on parlait de faire de ses clients des partenaires. Tout à l'heure, je vous disais, une bonne solution, ça peut être de utiliser des exemples clients. Et ben, par exemple, une des contreparties que vous pouvez utiliser, c'est quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs. Si vous avez du mal à négocier avec le client sur une petite modalité financière, par exemple, ou autre chose, vous pouvez lui dire, bah, très bien, on fait cet arrangement-là de notre côté, mais vous me faites un super témoignage client en vidéo ou en interview écrite, ou vous postez sur LinkedIn que vous êtes ravi de rejoindre l'aventure iSpot, l'aventure Up2, l'aventure, allez, j'en cite un autre, Snowflake, ou je ne sais pas quoi. C'est important de savoir finalement trouver de la valeur pour votre client, mais aussi pour vous. Il y a toujours un terrain d'entente en fait à trouver. C'est important évidemment de le préparer en fonction de vos clients, mais de le conceptualiser même en amont, bien sûr, de vos cycles de vente. Ah, j'ai quitté un petit peu la présentation et voilà. Je voulais aussi. Ah, tu avais peut-être un truc à rajouter, Anthony. Non, non, on va On en va en parler. reparler, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'une objection, pour moi, c'est positif, en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que
que le client se projette, il pose des questions. Quand on fait un rendez-vous d'une heure et qu'il n'y a pas d'objection et qu'on sort de la salle, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc finalement, une objection, Mm. pour moi, elle est positive, il faut savoir la traiter, mais c'est positif. Je Si je pars du dois, principe que c'est bien. si je dois faire l'allégorie, c'est un peu comme quand on est sur une conversation Messenger et qu'on veut susciter l'intérêt de la personne. Si elle nous laisse en vue, par exemple, bah, c'est mauvais. Alors que si la personne a des questions, ou même si elle répond, mais si elle dit non, comme tu le dis, ça dénote une certaine curiosité. J'adore les allégories. Donc, vraiment, je ne vais pas me retenir Je te laisse sur ce à, point. à partir à partir des questions-réponses, ça sera encore pire. Je voulais aussi vous partager quelque chose vraiment à encore plus prendre en capture d'écran. C'est une liste de questions à poser pendant la négociation. Je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent peut-être faire écho à certains d'entre vous, encore une fois, mais que la totalité peut être intéressante pour chacun d'entre vous. Donc, vous aurez le replay sur YouTube, évidemment, mais n'oubliez pas, vous pouvez maintenant prendre une capture d'écran. Pour ceux qui sont sur Windows, je crois que c'est la touche Windows, la touche majuscule et la touche S. Voilà. Donc, et Mac, c'est l'inverse. Mais voilà, je vous laisse vous en imprégner. C'était un peu pour vous donner de la matière à réutiliser à partir d'aujourd'hui pour mener vos négociations. J'ai aussi échafaudé 10 bonnes pratiques pour les réussir qui vont bien sûr faire un petit rappel, une piqûre de rappel avec ce qu'on expliquait juste avant, mais qui peuvent du coup aussi vous servir. Donc je vous laisse garder ça dans votre trousse à outils commerciale et on va un peu passer outre nos bonnes pratiques. Voilà. Et rappeler que tout ça, c'était issu de notre guide de la négociation, de notre matrice de la négociation, que Fanny doit être en train de partager dans le chat si je ne m'abuse, et qui est donc le guide qu'on vient de sortir. Donc, il y a une partie 5 parce qu'on y passe tout de suite. Les premières parties concernent votre proposition de valeur, votre marketing, tout votre cycle de vente. Mais nous, on va se concentrer sur le fait de négocier. On a mis vraiment des beaux tableaux à remplir, des choses que vous pouvez utiliser à la fois pour vous préparer, mais aussi traiter les objections. On a mis notre matrice d'objections. Mais comme vous, peut-être certains d'entre vous la connaissaient de notre webinaire sur la prospection, je ne l'ai pas remise en capture d'écran, mais on l'a remis, hein, le tableau pour traiter les objections, tu sais, en objections courantes, réponses courantes, Ouais. etc. Donc voilà, donc, les contreparties aussi, très important d'essayer de les déterminer. Donc on vous a mis cette petite template à remplir. Et ensuite, on part dans des choses un petit peu plus développées, donc la méthode Mésor, pour essayer de regarder quelles sont vos solutions de repli. C'est toujours très important, si on se lance comme ça, de savoir le recul qu'on peut avoir aussi derrière. Donc voilà, c'est notre sales book de la négociation à la signature. C'est ce qui a permis finalement de construire ce webinaire et d'accueillir Anthony, le plus important. Je regarde un petit peu le temps qui va nous rester pour petite valeur ajoutée. C'est magnifique. OK, parfait. Hop, donc place à notre intervenant. Mais d'abord, j'avoue, j'ai mis un dernier sondage. Je n'ai pas pu me retenir. J'adore. Et en plus, celui-là, il m'intéresse aussi pas mal. C'est quelle stratégie utilisez-vous pour surmonter les objections dans vos négociations? Ça va nous donner en plus l'occasion peut-être de voir un petit peu Intéressant. d'eau, etc. Et là, offrir des concessions ou des avantages supplémentaires, fournir des témoignages ou des références clients, c'est ce qu'on évoquait tout de suite, et utiliser des données et des statistiques convaincantes. Ça a été très fréquent de faire ça. Sauf que c'est devenu presque too much pour beaucoup. Donc, à voir ce que vous nous en dites. Je lance le sondage. Et en plus, vous êtes 155, je le disais, donc ça ne fait qu'augmenter. Peut-être que 11h30 était le bon horaire finalement. Ça me fait un argument de plus. Merci à tous pour vos réponses. Je sais pas comment tu fais. Ah oui, mais parce que moi, je parle beaucoup déjà. J'ai pas encore Ouais, parlé, moi. c'est pour Ça va ça. arriver. Parce que j'étais un peu mal à la gorge, j'avais perdu l'habitude avec l'été. Et je voulais regarder un petit peu ce que vous disiez dans la négociation avec Fanny, pardon, dans la discussion. Un lapsus révélateur. Merci beaucoup, Fanny, pour le lien également. Pourrait-on avoir la présentation des slides à la fin? Alors, Véronique, c'est une très bonne question. Comme le disait Fanny, on vous partage le replay. Fanny a aussi un lien YouTube. Je ne sais pas si tu l'avais déjà partagé. Ah bah c'est magnifique. Si tu l'avais déjà partagé, donc c'est génial. Je vous le remets au cas où parce que je suis en train d'en parler. Mais on a aussi du coup, vous pourrez retrouver toutes les slides, vous pouvez retrouver tous nos webinaires et vous pouvez retrouver nos interventions sur YouTube. On met pas juste des slides à disposition parce qu'on l'a déjà fait et que malheureusement ça ne suffit pas. Et puis, c'est un peu une déperdition de valeur, entre guillemets aussi. Donc, on vous laisse les retrouver donc, sur notre chaîne YouTube. Elles sont plus grosses comme aujourd'hui que la vignette de nous. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez prendre again tous les screenshots possibles. Avec plaisir, Sylvia. Je vais mettre fin au sondage et du coup, on va passer au plus important. Ah non, d'abord, on juge. D'abord, on juge un petit peu. J'aime bien recevoir les résultats de tout le monde.
Ah, c'est serré, dis donc. Ouais, Bon, 130 réponses parce que j'ai mis fin un petit peu plus tôt. Je vous partage les résultats, comme ça vous pouvez voir en même temps que nous. Ah oui, la statistique le remporte toujours, mais c'est normal, mine de rien. C'est un peu la partie visible de l'iceberg, je trouve. c'est le plus important, je pense Ouais. qu'il faut, avant de faire des concessions, il faut faire référence à des cas clients, à des statistiques. Il faut, je vais en parler un petit peu, mais je pense qu'il faut, c'est aussi nous, en tant que commerciaux, finalement, d'aller challenger le client. Donc, en fait, le client, il a des objections. Le client, lui, il est expert dans son domaine, mais nous, on est expert dans notre domaine. Et donc, c'est à nous de le challenger sur ce qu'on voit sur le marché, sur ce que Hmm. d'autres clients ont déjà fait, des statistiques, des témoignages clients. Donc, C'est là où tu l'éduques, en fait, finalement, aussi. ouais, il faut un peu l'éduquer. Ouais, Ouais. je pense qu'il faut un peu l'éduquer. C'est pas un manque de connaissances, c'est juste que chacun a son domaine d'expertise. Et des fois, en plus, on part du principe que le client, si notre décideur, notre en face de nous, est plus âgé, on part du principe qu'il sait plus de choses. Ouais. Mais finalement, notre domaine à nous, on doit être expert. Donc, on peut être en mesure de le challenger. Tu te fais challenger, toi, parfois? Ça t'est déjà arrivé d'être challengé en vrai? Ainsi, c'est tout le temps. Oui, mais je veux dire encore plus d'être challengé sur ton expertise, finalement, de ton produit. Non, on est challengé sur Le prix, la mise en place. ou sur est-ce que cette solution aujourd'hui fait du sens pour mon entreprise, Oui, par exemple. ça, bah, c'est super parce que tu me fais la transition est toute trouvée. Le status quo dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que justement, on revient parce que là, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui se sont connectés un petit peu en retard. Donc, je sais qu'à mon avis, je vous ai fait la joke, la blague au début du webinaire, mais c'est qu'il y avait peut-être des appels qui se sont éternisés avec des négociations rondement menées. Donc, pour un petit rappel, Anthony, Ouais, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton expérience commerciale? J'ai pris, comme d'habitude, des petits bullet points juste avant le webinar et donc on va pouvoir y revenir un petit d'accord. Donc, merci encore une fois de m'accueillir peu. Avec plaisir. et ravi de pouvoir tous vous voir virtuellement. Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis sur des postes commerciaux, euh, principalement dans des boîtes américaines. Donc, j'ai été chez Oracle, chez LinkedIn aussi, tu en parlais tout à Hmm. l'heure, chez Slack récemment. C'est Euh, dans cet ordre. ouais, Ouais. dans cet ordre. J'ai fait 8 ans à l'international, donc la moitié, à peu près la moitié de ma carrière à l'international, avec des ouvertures de marché, donc en Amérique latine et en France, des ouvertures de marché. Et aujourd'hui, donc, je suis chez iSpot, qui est une plateforme de sales enablement, donc je suis compte exécutif. Et c'est intéressant parce qu'il y a la partie expérience commerciale, mais iSpot aussi, on accompagne justement les entreprises dans ce qu'on appelle l'exécution commerciale. Oui. Tout à l'heure, tu disais, il y a beaucoup de commerciaux qui ne sont pas au niveau. Ça se voit aussi dans les chiffres, hein. Il y a beaucoup de commerciaux qui sont plus au quota, on va dire. Et donc, le sales enablement permet aussi justement d'atteindre ces objectifs de croissance finalement avec les moyens qu'on a aujourd'hui sans pour autant recruter. Donc, c'est vraiment de l'efficacité J'ai commerciale. j'ai eu la chance de voir une conférence iSpot bah, déjà 2 fois cette année. Et souvent, la première question, c'est quoi votre définition du sales enablement? Pour moi, c'est tout ce qui accompagne les sales pour faire un meilleur métier. Donc, à la fois la formation, mais aussi les outils, bah, c'est juste permettre les sales. Si tu dois traduire. Tu peux rappeler un petit peu la proposition de valeur de iSpot dans Ouais. cette exécution-là? Alors, c'est ce que tu dis, Ouais. hein. On va un peu plus loin. Donc, là, c'est vraiment accompagner les entreprises dans leur exécution commerciale, aligner finalement les initiatives stratégiques que met en place une entreprise. On veut vendre un nouveau produit, on veut faire du cross-sell. Donc, ça se vend dans les assurances, par exemple, quand on vend un produit et puis finalement on veut vendre les autres produits attachés. Et c'est finalement mettre en lien cette initiative stratégique avec l'exécution terrain côté commercial. Donc voilà, c'est vraiment les équiper et garantir cette bonne exécution pour impacter le revenu et les chiffres. Et je vous parlais du podcast tout à l'heure. On a eu la chance de recevoir le directeur France de iSpot, Julien Leblanc, sur notre saison Ouais. 3, si je ne m'abuse. Et c'était très intéressant. Et notamment, on parlait un peu plus. Bon, je vais pas faire tout un placement de produit à iSpot parce que c'est pas le moment, parce que c'est aussi le moment de parler de Up2, en plus de négociations commerciales. Mais c'était intéressant parce que vous avez aussi un outil qui permet aux commerciaux d'éviter de perdre du temps.
et c'était aussi ça le sujet du jour. Mais je passe à la question d'après. Justement, vous avez des défis aussi de faire accepter cette solution qui n'est pas pour beaucoup un must-have, comme on dit, une solution essentielle à avoir. Bon, il y aura quelques termes en anglais et vous m'excusez d'avance, je vais vraiment, c'est promis, tout traduire. C'est quoi les principaux défis du coup auxquels vous êtes confrontés chez iSpot alors que la notion de sales enablement qu'on vient de traduire et d'expliquer est assez nouvelle en France, enfin pas nouvelle mais trop mésestimée en France. Ouais. Et je tiens à préciser quand même que la notion de must-have, donc solution essentielle versus la solution nice to have, qui est une solution, euh, Plaisir. c'est bien si je l'ai, mais c'est pas indispensable de l'avoir, c'est une perception client et non pas la solution en elle-même. Donc ouais, nous chez iSpot, moi aujourd'hui j'ai deux défis, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Donc un client finalement qui fait tout un process de négociation, de vente, pour finalement prendre aucune décision et rester dans sa position actuelle. Euh, et le fait d'avoir cette perception d'être un H2A. C'est possible que beaucoup qui nous écoutent ont ce statu quo finalement, avec tout ce qu'on disait sur les budgets, des budgets qui sont de plus en plus compliqués à débloquer. Dites-nous hein, en commentaire, je sais que Donc, là, vous êtes un peu plus dans l'écoute active et c'est ouais, tant ouais, mieux, dites-nous, hein, surtout, ouais. parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont mis l'écoute active en premier lieu et là, c'est important. Mais oui, Donc en ouais, ouais, fait, c'est possible, ouais. le statu quo est dû au nice to have aussi, en fait. On nice to have, à des budgets qui sont de plus en plus compliqués à débloquer, à des priorités qui changent. Mhm, Et donc là, l'idée, hein, et sur quoi nous on travaille beaucoup, et c'est ce que je faisais aussi avant dans d'autres solutions, c'est vraiment quand on va commencer à négocier, quand on va vendre, avant finalement de vendre sa solution, donc iSpot, dans mon cas, que je vais dire par why iSpot, pourquoi iSpot, il y a tout un travail vraiment à faire avant sur ce qu'on appelle le why change. Pourquoi changer? Il faut vraiment accompagner le client sur aujourd'hui, vous travaillez d'une manière. Il ne faut jamais aller contre cette manière, hein, mhm, parce que c'est quand même, ça fait des années qu'ils font ça. Mais il faut le challenger sur ce qui existe aujourd'hui, sur pourquoi changer, l'impact que ça peut avoir, le coût le coût que peut engendrer de rester dans ce statu quo, mhm. finalement. Et donc, avant de vendre votre produit, il faut vraiment aller chercher motiver le client à changer, finalement. Et une fois qu'on a validé ce white change, donc le client a dit, OK, j'ai bien compris qu'il faut que j'avance, on va aller sur le why iSpot, finalement, ou le why de votre entreprise. Donc, je pense que c'est assez régulier, récurrent en ce moment. Donc, pensez bien à valider cette partie-là, vraiment à passer du temps avec le client, l'intérêt pour lui d'évoluer vers finalement une solution que vous représentez et ensuite pourquoi votre solution. Dites-nous, je sais que personne va oser le dire forcément en premier, mais dites-nous justement à quels enjeux vous pouvez faire face lors de vos Ouais. négociations. Est-ce que c'est cette inflation et ça renégocie aussi? Est-ce que ça vient rencontrer en plus cet enjeu du statu quo? Est-ce que finalement il faut vraiment préparer ça, préparer à bouger le client, on va dire, au début? Et Luis, votre question, elle est super. Donc je l'ai vue et j'ai vu que Fanny vous avait répondu. Mais du coup, je suis content que vous alliez la poser dans l'onglet questions-réponses. On parle d'aspect culturel dans la négociation. Mais on va y revenir à la fin, du coup, des questions-réponses préparées, notre table ronde. Vous utilisez quelle approche pour identifier les acteurs clés, les décideurs influents au sein des grandes entreprises? Bon, tu l'as dit, tu étais chez LinkedIn avant, mais raconte-nous un peu les méthodes qui vont Ouais. derrière tout ça. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait, hein, il y a un gros travail vraiment de préparation pour aller attaquer finalement des grands comptes. Donc c'est vrai que moi, je suis principalement sur les grands comptes. Mais même sur des cycles de vente plus courts, sur des catégories de clients plus petits, il faut préparer. Donc, comment on travaille, nous, il y a ce qu'on appelle des plans de territoire. Donc, c'est vraiment prendre tout son territoire, hein. Quand on est commercial, on a un territoire. Ça peut être une région, ça peut être un pays, ça peut être une industrie, hein. Chacun va avoir son territoire. Et c'est vraiment se poser, le comprendre et faire un plan de territoire. Finalement, où est-ce que cette année, je vais mettre mon énergie? Quels sont les clients comme ça, les prospects, où je pense aller chercher des contrats,
où je pense que c'est un peu plus compliqué, peut-être qu'il y a la concurrence. Donc, il faut vraiment définir Mhm. ce plan de territoire. Et ensuite, on a souvent des ressources autour de nous qui vont prospecter avec nous. On a le marketing, on a des avant-ventes. Et c'est aussi définir le rôle de chacun sur finalement ce plan de territoire où il y aura généralement trois catégories, hein. Le tiers 1 qui est la priorité, le tiers 2 où on peut faire des dossiers mais peut-être passer un peu moins de temps, et le tiers 3 où ça va être plutôt du marketing pour alimenter finalement ses clients. Donc il y a cette partie-là qui est très très importante. Euh, Influence map. Donc influence map, c'est une carte d'influence. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir à qui on veut parler. Donc, on va chercher les bons acteurs finalement chez nos clients. Ça, c'est super. Aujourd'hui, un contrat ne se signe pas avec une personne. Donc, il faut vraiment identifier toutes les personnes qui vont influencer et non pas seulement signer le contrat. Et cette carte d'influence, c'est aussi important parce qu'on va pouvoir définir, tiens, cette personne-là, elle adore ma solution. Mhm. Donc le message que je vais lui apporter, il va être différent à l'autre personne qui est détractaire de ma solution. Ouais. Détractaire de ma solution, par exemple. Et là, tu uses et tu cherches. Ouais. Ouais. Et souvent aussi, un petit tips que moi je vois, on a tendance à faire tous nos rendez-vous avec les personnes qui nous aiment. Donc les personnes qu'on va mettre en vert sur Mhm. cette carte d'influence. Euh, il faut le faire, hein, mais c'est l'inverse qu'il faut faire en fait. Il faut passer beaucoup plus de temps Avec... avec les personnes orange et rouge, celles qui ont un doute, celles qui ne nous Mhm. aiment pas. Parce que finalement, les vertes, on les a. Ouais. Et c'est les autres qu'il faut aller. Faut pas les perdre, les vertes, mais en fait, Voilà. peut-être que Donc, les oranges, enfin, les oranges et les rouges, peut-être que les moyens et les plus difficiles, ça te permet de faire développer encore mieux ta proposition de valeur, du coup, a ouais. Et c'est moins posteriori. agréable et c'est plus dur. Ouais, donc tu apprends plus en fait. Et c'est surtout moins agréable, mais il faut le faire. J'aime beaucoup aussi votre question, Jonathan. S'il vous plaît, posez-la dans l'onglet questions-réponses parce elle est top. Fanny, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, mais ce serait génial qu'on la garde pour ensuite. Et oui, je passe les questions parce que vous me posez des questions tellement intéressantes que c'est vrai que maintenant, moi qui connais déjà un petit peu les réponses aux questions qu'on a préparées, j'ai envie qu'on passe aussi à vos questions. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard et qu'on est plutôt dans les temps. Il est 39. Donc on va tenir 15 minutes avec les 10 questions. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une négociation réussie que tu as menée? Bon, là, j'avais envie d'avoir une anecdote, mais j'ai pas réussi. Et les enseignements que tu en as tirés. J'en amènerai après des anecdotes, mais c'est compliqué en fait de justement ce que je te disais de prendre une négociation parce que il y a beaucoup de choses finalement dans les négociations et c'est long. Mais j'ai repris les points que je pense importants. La première chose pour réussir justement, c'est la crédibilité. On a vu au début, il y a un travail de recherche, de plan de territoire à faire. Dans le plan de territoire, il y a aussi finalement après le plan de compte qui est aujourd'hui mon prospect, mon client, à quoi il s'intéresse, quels sont ses enjeux. Est-ce que je peux trouver sur Google son plan stratégique, quelles sont ses priorités pour les années à venir, hein. On trouve hein, que si vous avez des grands comptes, vous allez trouver des plans stratégiques 2024, 2025, 2028. Et c'est comme ça qu'on est crédible. Donc, c'est vraiment comprendre déjà sa solution, être nous à même d'apporter des cas d'usage sur notre solution, mais aussi comprendre le client pour être crédible. Euh, et tu parlais de champion, donc c'est important dans tout ce qu'on va identifier comme finalement intervenant dans notre dossier, identifier un champion. Il faut avoir conscience que quand on fait une négociation, un cycle de vente, dans mon cas, c'est entre 8 et 18 mois, il y a beaucoup de discussions qui auront lieu finalement chez le client en interne et je ne vais pas être dans la salle. Hmm. Il nous faut un champion. Il faut quelqu'un sur qui on puisse compter, quelqu'un qui est avec nous, que je puisse appeler en off, après des réunions, avant une réunion, pour qu'il puisse me briefer. Ce champion, il est indispensable, Hmm. il faut l'avoir. Et le dernier point, le rétro-planning. J'ai vu tout à l'heure, justement, tu parlais de mettre des dates sur des livraisons, des choses comme ça quand on fait Ouais, une négociation. Souvent, nous, ce qu'on fait aussi hein, en tant que commercial, on fait un plan. le partager, quoi. On fait un plan et on se dit, il faut que je signe ce client dans 3 mois. Ça, c'est très bien de faire un plan déjà. Qu'est-ce qu'il me faut pour signer ce client? Le mieux, c'est de faire un plan mutuel. Donc, c'est vraiment partager ce plan avec son client. Vous voulez être
en production au mois de janvier, d'accord? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être en production? Combien de temps dure le cycle de signature? Bah, chez moi, il dure 3 semaines. Donc déjà, on va prendre un rétro-planning sur 3 semaines. Donc il faut que début décembre, j'ai mon contrat. Qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'on ait au contrat? Donc en fait, faire ce rétro-planning avec le client de manière mutuelle et finalement, on le met avec nous aussi Hmm. Dans la dans machine. les... Tu le Voilà, mets de ton côté aussi, un peu comme le exactement. champion finalement. Ouais. Ouais, je vais essayer de reformuler, mais c'est presque la question la plus importante finalement. Enfin, une question qui pose vraiment bien les bases. La crédibilité, tu le disais aussi tout à l'heure, préparer le client à accepter d'entendre aussi parler de sa solution en lui rappelant un peu la réalité du marché, en se posant en expert. Identifier son champion, je vous l'ai remis dans le chat. Moi, la notion de champion, même si j'avais été commercial avant, je l'ai apprise en étant chez Up2 et en justement développant du contenu et en ayant en visibilité des ventes plus importantes. Et la notion de champion, j'adore cette phrase que tu dis de on va pas être dans la salle quand ils vont parler de notre solution, on a besoin de quelqu'un qui soit de notre côté, un peu comme, pas un infiltré, mais un peu comme voilà, quelqu'un de notre côté, très très important. Juste sur crédibilité, euh, ça va aussi vous aider dans la gestion d'objections. L'objection de je ne suis pas intéressé, je ne vois pas le but, c'est pas important pour mon business. Si on a fait son travail de recherche, on connaît le plan stratégique du client, qu'on connaît ses priorités. Des fois, nous, on va parler avec un directeur, mais on va avoir lu un article du PDG. On peut reprendre ça. On peut dire, bah, selon votre PDG, les priorités cette année, c'est ça, ça et ça. Je pense que c'est important. Et donc, en fait, aussi, on va pouvoir le challenger sur je pense que c'est important qu'on se parle. Donc, ce travail va vous aider dans l'objection aussi. Tu as bien fait de le préciser encore plus parce que je pense que ça relimite pour pas mal. Mm. Euh, Harris et d'autres, je vous rappelle, les questions, vous pouvez nous les poser dans la question-réponse. Pour les questions pratiques comme la question de Harris, pardon, je viens de répondre et il y aura un replay de la masterclass disponible sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Le dernier a eu pas mal de succès, je crois. Donc, c'est chouette. Je crois qu'il vient de dépasser 200 vues. Donc, c'est chouette. Il y en a un qui en est à près de 600. Donc, tu vas vraiment être une star bientôt, Anthony. Et Plus merci. on monte. Merci pour vos. Merci, tu vas nous dire comment la gérer dans deux questions, je pense. Donc, merci pour tous vos messages. Euh, Intéressant en plus, Pierre, de partager un petit peu votre expérience. Je tâche de continuer pour qu'on puisse répondre à vos questions en direct, pas trop tard. Comment gérez-vous les demandes? Et pourtant, c'est pas toi qui prends trop de temps, Tony, sinon je te le dirais. Tu me le dis, Ouais, hein. je te le dis, c'est plutôt c'est le timing global. Bon, il est 45, on avait dit jusqu'à midi, ceci étant dit. Donc, soyez tous bien patients et en plus, on va répondre à vos questions. Angélie qui nous redemande c'est quoi un champion? Bon, alors, Angélie, on y revient aux questions-réponses prochaines, d'accord? Aux questions-réponses que l'on pose. Parce que je l'ai dit, c'est très important et on est revenu un peu deux fois dessus. Je comprends qu'il y ait pu avoir un petit moment d'inattention, mais on y revient juste à la fin, parce que c'est vrai que c'est très important d'en parler. Alors, comment est-ce que vous gérez les demandes spécifiques et les attentes variées de vos clients? C'est important. C'est important. Merde, Alors, pardon. il Encore. faut, il faut quand même. Moi, je suis dans donc, comme je l'ai dit, hein, entreprises américaines qui ne sont pas connues pour être les plus flexibles dans les demandes spécifiques, mais on le fait. Je pense qu'il faut déjà comprendre ce besoin de spécificité et il faut toujours, avec le client, être très, très curieux et ne pas avoir d'a priori et vraiment lui demander pourquoi. Pour l'anecdote, justement, j'ai un client, c'était pas chez iSpot, dans une boîte précédente, qui voulait un contrat en français. Il faut savoir que les entreprises américaines, elles font très, très rarement, voire jamais, de contrat en français. Donc, mon entreprise pour laquelle je travaillais ne faisait pas de contrat en français. Donc, le client voulait un contrat en français. Donc, soit je m'arrête là et c'est pas possible, soit je creuse. Donc finalement, en creusant, pourquoi, d'où vient ce besoin, il fallait comprendre et aussi expliquer mon positionnement. Pourquoi est-ce que mon entreprise n'en fait pas et toujours peser l'effort de est-ce qu'il faut personnaliser ce besoin de personnalisation en face du client et de l'importance du client. On ne va pas personnaliser les demandes au même niveau pour un client stratégique, un contrat qui va être très visible et un contrat Hmm. un peu moins visible. Et donc, pour la petite histoire, ce client qui voulait un contrat en français, finalement, en creusant, ce qu'il voulait, c'était un document français sur lequel on allait négocier les clauses. Euh, et donc, notre proposition finale a été d'avoir un contrat en anglais à signer, donc un contrat vraiment
qui avait une valeur juridique, et en annexe, toute une partie française finalement où il y avait eu les négociations. Et donc cette solution-là lui convenait. Donc ce n'était pas un contrat en français Mm. qu'il voulait, c'était une traduction annexe, Ouais. mais il pouvait très bien signer de manière juridique mon contrat en anglais. Donc il faut toujours creuser et aller plus loin que la première phrase Oui, c'est ça. du client. C'est quelque chose que Eudes de LinkedIn nous a aussi dit dans le podcast. On vient de démarrer la 5e saison de notre podcast. Je vous l'ai dit, j'adore notre podcast parce qu'évidemment, outre les webinaires, c'est aussi une de mes missions chez Up2. Et on a donc reçu le Head of Sales Europe de LinkedIn, je vous le disais tout à l'heure. Et il nous a dit ça aussi. Il nous a dit, c'est hyper important de peser est-ce que je dois fournir cet effort au prix qu'il coûte pour moi contre est-ce que le client, en fait, vaut de l'importance. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est très important de signer constamment et de signer tout le monde, alors qu'en fait, abandonner peut-être ceux dont on est pratiquement sûr qu'en fait, ils vont pas signer ou que finalement, ils vont pas signer une belle offre ou quoi que ce soit, et ben, ça fait gagner du temps et donc de l'argent. Et ça permet de se Et, concentrer. et tous les clients sont importants, hein, tous les dossiers sont importants, hein, même les plus petits sont importants, hein. Euh, mais tous ne devraient pas demander le même temps finalement d'investissement et de personnalisation. Exactement. C'est plus cette balance-là Tu l'as parfaitement qu'il faut résumé. avoir. Je vais te laisser faire les transitions entre les questions. Merci, merci Fabrice. Il parlait de ton exemple. 5e question sur 11. Comment est-ce que vous mesurez le succès de vos négociations? On en parlait un petit peu tout à Ouais, l'heure également. ouais, c'est vraiment. Je pense qu'il faut. Bon, moi, j'aime pas trop le raccourci de si j'ai signé, la négociation est réussie, parce que on peut faire signer un client, mais dans une relation négative. Donc, s'il n'y a pas de win-win, de gagnant-gagnant, finalement, pour moi, la négociation n'est pas forcément réussie. Donc, moi, je suis vraiment sur ce que tu disais, construire des relations et des partenaires, finalement, dans les échanges. Et j'aime bien parler souvent de convaincre versus motiver. Et pour moi, c'est très important et je pense que c'est important pour vous dans vos négociations, mais aussi dans la vie perso. Et je t'avais donné l'exemple. Si, euh, si ce soir, je t'invite à une soirée network, il faut comprendre que dans notre cerveau, quand on prend une décision, il y a toujours une part de oui et une part de non. Toujours. N'importe quelle décision, le cerveau, il fonctionne comme ça. Des fois, c'est très rapide, des fois, c'est plus compliqué. Si ce soir, je te propose une soirée network, il y a une partie de toi qui va dire oui, parce que tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, tu vas pouvoir pitcher up tout, sûrement avoir des candidats pour tes prochaines masterclass. Et il y a une partie qui va dire non, parce que on est en pleine semaine, demain, tu as une réunion à 9 heures, C'est vrai. tu es en retard dans tes deadlines. Donc, Ça, il y a c'est pas toujours vrai. cette partie-là. Et si je te convainc, si je veux te convaincre, je vais aller me battre contre ce non, Mhm. finalement. Et la relation va être très fragile. Demain, tu vas rater ton rendez-vous. Vendredi, tu seras en retard dans toutes tes deadlines. Ouais, Tu vas m'en vouloir. je C'est me de ma faute. souviens. Je t'ai convaincu et j'ai été sur ce nom. Donc, c'est très fragile de faire une relation sur aller convaincre des gens. Motiver, c'est très différent. Motiver, c'est effectivement accepter le non. Tu vas sûrement être fatigué demain, mais c'est aller motiver le oui. Tu vas faire du network. Tu vas pouvoir pitcher up tout. Ça change toute la relation parce que demain, si tu rates ton rendez-vous, si tu es en retard dans tous tes projets, je t'ai motivé et donc tu as pris la décision et Mhm. finalement, on a créé une relation beaucoup plus solide. Donc vraiment, il y a ça en tête. C'est Et, plutôt être l'ange sur l'épaule que le petit diablotin, entre guillemets, quoi. et pour revenir sur notre sujet à nous, des clients qui vont mettre des objections, je vois pas l'intérêt, ça va être compliqué à mettre en place, j'ai pas les ressources. Il faut accepter, oui, c'est pas facile, c'est compliqué, je vous l'accorde. D'ailleurs, on a des clients qui ont des difficultés. Par contre, il faut aller motiver les oui. Dans leur cerveau, ils ont une partie de oui, ils veulent aller avec vous. Il faut motiver ça. Et vraiment construire la relation sur, effectivement, hein, il y a une part de risque. Et la part de risque, il faut jamais l'omettre, la mettre de côté. Mais il faut aller motiver le oui. Mhm. Et je peux vous garantir que ça va changer vraiment la perception. Et quand un client me dit, vous essayez de me convaincre, je lui explique C'est ce que différent. je viens de faire. Et je lui dis, je ne vais pas vous convaincre, je vais vous motiver à aller avec moi. Souvenez-vous de ça, convaincre contre motiver. Je peux passer un petit peu au-dessus de construire des relations long terme et Ouais, établir une allez. relation de confiance. Tu l'avais bien résumé, je crois, avant de parler de cet exemple joli. Quelles sont les meilleures stratégies que vous utilisez pour surmonter les objections?
On parlait matrice, donc c'est vrai que je rappelle, hein, avoir les objections courantes quelque part, avoir les réponses courantes, très important quand on parle de méthode et d'outils. Euh, sinon. Parce qu'on a forcément revu les questions. Mhm. C'est compliqué, les objections. Il y a beaucoup de méthodologies qui existent. Je pense que tous, dans votre entreprise, vous avez une manière d'adresser. J'ai essayé de faire au plus simple et au plus naturel, Mhm. finalement. Écouter. Écouter, c'est très important. Écouter de manière active. Mettre de côté vos émotions. Une objection, c'est pas négatif. C'est pas vous qu'on critique. C'est le produit, c'est l'entreprise. Il y a plein de choses. Donc vraiment, mettre de côté cette partie-là et écouter le client et comprendre. Donc écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre. C'est pareil. Ça, des fois, on n'écoute pas en fait. On a déjà notre réponse, on va répondre. Écouter pour comprendre. Et comprendre, c'est quoi? C'est poser des questions ouvertes. C'est vraiment aller avec le client sur qu'est-ce que vous entendez par là? Question ouverte et on essaye vraiment de ratisser un petit peu plus large. Et aussi de l'accompagner dans sa réflexion parce que la première objection qui sort du client n'est peut-être pas finalement la réelle. Donc, Mhm. il faut aussi aller poser les bonnes questions et ensuite l'adresser et la répondre et y répondre correctement. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des objections auxquelles tu ne t'attendais pas du tout? Ouais, Ouais. ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc, toujours, hein, il faut, encore une fois, surtout quand on ne la comprend pas, le plus dur à la rigueur dans la partie comprendre et poser des questions, c'est quand l'objection, elle revient tout le temps. Ouais. Parce qu'on est tellement habitué qu'on ne pose plus les questions. Mhm. Et on part du principe qu'il y a 2 jours, un même client nous a fait l'objection. Et donc, et j'ai réussi à la solutionner. Et donc, je vais faire la même chose avec ce client-là. Mhm. Alors que l'objection n'est peut-être pas la même Ou finalement. ça n'a pas la même raison, genre, Voilà. c'est C'est ça. trop cher n'est pas Parce- la même ouais. objection pour tous les clients. Donc ça m'est déjà arrivé. Il faut se poser, répondre au client, accepter, le remercier. Merci. Effectivement, ça m'est jamais arrivé d'avoir cette objection-là. Est-ce que je peux comprendre d'où ça vient? Pourquoi? Donc, on va creuser, creuser, creuser. Et si on n'a pas la réponse, surtout, le commercial a souvent tendance à vouloir répondre à tout. On n'a pas réponse à tout. Souvent, on a une équipe autour de nous qui n'est pas avec nous en rendez-vous. Et donc, aussi accepter et dire au client, écoutez, moi, là, ça sort de mon domaine d'expertise. Je prends le temps. Je prends le point Ouais. et je vous, sans faute, je reviens vers vous avec une réponse. Et ensuite, en interne, on va se poser avec nos équipes et l'adresser. Donc, c'est vraiment ça. Et à la fin, valider, c'est important. On a fait tout un travail d'écouter, de comprendre, d'y répondre. Monsieur le client, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que cette objection-là n'est plus une objection? Je pense qu'on en parlait un petit peu encore plus tout à l'heure quand on évoquait la préparation et tout ça. Et j'ai entendu quelque chose d'intéressant récemment, même si je vais arrêter de faire la pub du podcast, mais j'ai entendu intéressez-vous aux clients de vos clients avant de vous intéresser à votre client. Tu vois, un peu cette idée de prendre l'objection potentielle liée à l'écosystème du client en s'intéressant vraiment à qui il va s'adresser pour vraiment comprendre lui, ses ICP, ses enjeux, etc. Ouais. C'est peut-être une phrase qui peut en aider certains. Donc, comprendre les clients de ses clients, ça peut aider à convaincre ses clients. Voilà, c'est bête, mais ça peut fonctionner. On était bon? Ouais. Comment identifiez-vous les opportunités de croissance et d'expansion au sein de vos comptes clients existants? Est-ce que c'est ce que tu fais principalement ou pas? Oui et non. Alors moi, aujourd'hui, chez iSpot, je suis sur un rôle, entre guillemets, d'ouverture de marché, parce que comme on le disait, le Sales Enablement, c'est une catégorie de marché assez nouvelle. Euh, les Gartner, les Forrester commencent à intégrer cette notion dans leur quadrante. Donc moi, je suis beaucoup sur de la prospection finalement de nouveaux logos et pas forcément sur une base installée. Euh, mais je pense que la logique pour moi est la même, hein. J'ai eu des Oui, rôles, hein, de compte manager. Il faut prospecter en fait. On croit souvent que la prospection elle est réservée au BDR, au SDR. aux BDR, aux ADR, aux SDR, comme vous voulez l'appeler dans votre entreprise. La prospection c'est pour tout le monde. Il faut vraiment prospecter. Et donc moi, pour moi, il y a deux prospections. Une prospection verticale. Donc verticale, c'est une prospection au niveau terrain, au niveau opérationnel, hein, vraiment comprendre les besoins du terrain, et une prospection plutôt au niveau stratégique. Et à un moment, ça va se recouper, hein. Donc, on prospecte au niveau exec, hein, chez les clients. Quels sont leurs enjeux, leurs stratégies, et au niveau terrain. Et à un moment, ça va se recouper et on va pouvoir justement trouver ces axes de croissance. Et une prospection horizontale. Donc là, ça dépend. Alors moi, je suis beaucoup sur les grands
compte. Donc, un grand compte va avoir par définition beaucoup d'entités. Ouais. Mais votre client, finalement, des fois, vous allez signer sur un cas d'usage et donc sur une population. Par exemple, les commerciaux. Il faut aller prospecter au marketing, il faut aller prospecter d'autres métiers horizontalement parce que ça peut, voilà, on peut trouver finalement d'autres cas d'usage et répliquer Mm. ce qu'on a fait en anglais, on appelle ça du land and expand. C'est d'abord mettre une graine chez un client et ensuite L'étendre. Ouais. aller s'étendre dans d'autres business units. On va rarement signer un client Entier comme ça. entier. Ouais. C'est très rare, en tout cas sur du grand compte. Chercher les gisements de valeur, nous dit Fabrice. Ouais, C'est une manière de le dire, effectivement. très bien. En français, Ouais. je retiens parce que c'est vrai que désolé, En vrai, tu traduis très j'ai bien beaucoup de mots anglais. et Je fais l'effort. je trouve que tu te Je fais l'effort. retiens très bien parce que bien sûr, vous le savez, on révise ces questions. Comment tenez-vous compte des évolutions du marché et des nouvelles tendances du secteur dans vos négociations? Ben, c'est bien parce qu'Angélie, je crois qu'on répond complètement à votre commentaire en direct. Donc, on avait déjà prévu ça. Ouais, c'est vrai que il n'y a pas de secret pour Hmm. moi. C'est vraiment faites votre travail Le Google Alert, c'est pas. Google Alerts, ouais. Moi, Google je Alerts, connais pas beaucoup de gens qui en utilisent, hein. ouais. Google Alerts, c'est pas mal parce que ça va nous permettre vraiment d'être au point sur l'industrie plutôt, Hmm. l'industrie de notre Que c'est le client. client directement, oui. Sales Navigator, alors moi j'étais chez LinkedIn, donc forcément Sales Navigator, je l'utilise beaucoup, mais Sales Navigator va vous permettre aussi de finalement des clients et des personnes, donc des comptes et des personnes avec lesquels vous n'êtes pas connecté, de pouvoir les mettre dans un pool, hein, voilà, de les isoler et de voir un petit peu ce qu'ils postent et ce qui se passe, Hmm. sans être connecté à eux, donc sur un flux LinkedIn qui est un peu plus pollué. Donc c'est important et parler aux clients. Vraiment, il faut pas parler aux clients. On le voit trop souvent. On signe un client sur 2 ans et on lui parle plus pendant 2 ans. Il faut parler aux clients Bien sûr. sur les salons, des événements, prendre le téléphone. Tu as des reminders automatiques, j'imagine. Comment tu fais pour t'organiser? J'ai des reminders et Des rappels automatiques, pardon, c'est j'ai des moi. rappels automatiques C'était moi. et surtout j'y pense. Par exemple, si j'ai un événement sur la finance, je vais me poser, je vais reprendre tous mes clients finance. Et voilà, je vais essayer de les solliciter, de leur parler. C'est une occasion finalement de leur parler sans rien leur vendre. C'est super important Ouais, parler sur la langue. on parle de négociation. Je pense que négocier, c'est aussi savoir apporter quelque chose à son client sans rien lui vendre. Parce que négocier, c'est aussi créer cette relation de confiance. Ouais. Et donc pour moi, T'as- c'est important. Tu donnes de la valeur finalement. Voilà. Euh, Est-ce que tu as un calendrier spécial finalement pour ça, pour les événements par exemple de veille Non, non, non. Enfin, ce qu'on fait nous chez iSpot, et ce que j'ai fait avant, et c'est super pratique, c'est notre équipe marketing qui partage son calendrier Google. On est Mhm. sur Google. Oui, En c'est fait, ça. voilà, dans mon calendrier Google, j'ai accès au calendrier marketing, donc je vois les events et surtout avoir, mais je crois qu'on en parle après, avoir une bonne communication en interne parce que tout événement marketing, toute discussion client est bon pour relancer finalement notre base installée. Bien dit. J'évite de faire une transition qui nous relance sur un autre sujet. Je me retiens. Il nous reste plus que 3 questions. Je sais qu'il va être bientôt l'heure. Vous retardez un tout petit peu, si c'est le cas, la pause déjeuner parce qu'il est midi pour qu'on puisse répondre aux 6 questions qui nous ont été aussi posées dans le chat. Mais il nous reste plus que 3 questions et je suis désolé de vous retenir parce que je le fais rarement puisque je sais que vous pouvez retrouver le replay. Mais en plus, il y a la dernière question, bah, tu résumes un petit peu les bonnes pratiques, donc c'est vrai que c'est Ouais. intéressant. Et puis ceux d'entre vous qui sont limités par le temps, je vois que il y en a quand même certains. Vous pouvez retrouver de toute façon le replay enfin, sur notre chaîne YouTube. On l'a partagé un peu plus haut dans le chat. Voilà, voilà. Quelles sont les compétences essentielles que tu considères, bon, à l'époque, je te vous voyais quand j'ai rédigé, que tu considères comme indispensables pour réussir dans la négociation? Ouais. Euh, il y a des choses que tu as déjà mis dans les slides en plus, donc ça recoupe. La première, c'est créativité, être créatif, créativité. Je pense qu'il faut être créatif dans la manière, De dès le début, s'adapter aussi. s'adapter, mais dès le début, en fait, dès qu'on va prospecter, il faut être créatif dans la manière dont on va adresser le client. Les clients sont sursollicités, donc être créatif dans comment est-ce que je vais euh, attirer l'attention de mon client.
Créatif dans comment est-ce que je vais gérer les objections, les concessions aussi. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit-là, je pense. Résilient, dans le sondage, c'était en dernier, je crois. Pour moi, Oui, c'est important, résilient. On parle, hein, donc on a une population ici de commerciaux, donc on parle de, je pense que ça va parler à tout le monde, le win rate. Donc, c'est mon taux de réussite, mon taux de conversion. Des fois, il est d'un pour deux, un pour trois, un pour quatre, voire un pour cinq. Donc, par définition, on signe moins qu'on perd de dossiers, par définition, mm, entre le statu quo, les concurrents et les clients où il ne se passe rien. Donc, il faut être résilient parce qu'on perd plus qu'on ne gagne. Donc, il ouais, faut vraiment avoir cette mentalité-là. Résilient, je n'aime pas trop le mot, c'est très fort. Le mot réel, il part d'un traumatisme. mm. Pour moi, c'est fort, mais l'idée est là, c'est vraiment, il faut être patient et fêter les victoires, c'est important. Et le dernier point, c'est l'empathie. Donc, l'empathie, en tout cas, pour moi, c'est très important. C'est Pour motiver plutôt que convaincre. pour motiver, se mettre à la place du client, comprendre ses émotions. Alors, il y a beaucoup de choses sur l'empathie. Si ça vous intéresse, sur l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle, il y a beaucoup d'articles. Mais c'est vraiment se mettre à la place du client, comprendre ses émotions pour peut-être mettre les choses différemment et amener les gens avec nous. Donc, il y a une partie d'influence. Il y a aussi beaucoup de parties finalement d'émotionnel avec la méthode DISC. Je crois que tu reviens Mm. dessus Ah oui, c'est vrai. sur les couleurs. Je l'ai mis là. Voilà, sur les couleurs. Donc, en fait, ça, si vous ne l'avez pas encore fait, cet exercice, c'est important, c'est intéressant. Je crois qu'on a un petit lien, Fanny, si jamais. Je crois que C'est, merci beaucoup. ouais, vous Oui, l'avez c'est le bon. lien. Ouais. Ouais, merci beaucoup, Fanny. C'est vraiment, en fait, toute personne, hein, ici, on a des couleurs qui sont plus ou moins fortes. Et c'est comprendre déjà nos couleurs à nous, comment est-ce que nous, on interagit avec nous-mêmes, et ensuite essayer de comprendre les couleurs des autres voilà, pour alimenter un petit peu la relation. Je vais pas, souvent, si je négocie avec un acheteur va être rouge et un acheteur va être Ce que je bleu. vois dans le chat, beaucoup de commerciaux pensent que être rouge, c'est le meilleur trait. Alors moi, je suis vert et jaune, Ouais, pour bah, tu information. le sais, moi aussi, je suis vert et Moi, je suis jaune. vert et jaune, donc je suis pas rouge. Ouais, je crois que je suis du coup plus jaune que vert, étant donné mon nouveau champ d'activité professionnelle. Mais Mais, c'est... Et le travail influence aussi ça, hein, ouais. mais c'est important. Et souvent, on va avoir des acheteurs en face de nous qui vont être rouges et qui vont être dans le détail surtout. Un acheteur va être dans le détail. Moi, je ne suis pas du tout dans le détail, je suis vert et jaune. Donc moi, j'aime bien les idées, j'aime bien motiver les gens, les amener avec moi sur des idées, euh, mais pas le détail. Et donc quand un acheteur est détaillé, bah, je me force à lui apporter forcément ses réponses. Parce que je sais, je vois, j'analyse qu'il est comme ça. Donc c'est important et s'il y a le lien, allez dessus. Je savais, je vois vos commentaires, je savais qu'on allait plus parler au niveau tout le monde donne sa couleur, Il y en a etc. d'autres aussi, Je des savais, tests. ah, vert et jaune aussi, Mohamed, c'est bien. Et oui, effectivement, Il y a beaucoup, beaucoup de tests. Angeli dit aussi les chasseurs, ça peut être assez rouge. Et c'est pas faux. Le côté commercial, un peu requin, même si c'est péjoratif qu'on entend, j'en parlais un petit peu plus tôt, Loup de Wall Street, fonceur, ce qu'on appelait BDR, AR, etc. Souvent, on peut l'associer au rouge. Pour moi qui l'ai été, ça peut aussi être un peu du jaune hein, sur le côté chasseur, à mon Ouais. sens. Mais c'est intéressant parce qu'il y a même Ouais. aussi des notions de introverti, extraverti. On pense que les commerciaux sont toujours extravertis. C'est pas le cas. Ah oui, pas du tout. On peut être extraverti en représentation finalement, mais on peut être une personne introvertie. Donc je vous laisse aussi aller regarder les définitions réelles. Beaucoup de Euh, très bons commerciaux que j'ai pu croiser étaient pas forcément très il faut écouter, et il plutôt faut. très patient, Hmm. exactement. Ouais, ouais. Je voulais aussi te parler d'un truc, c'est ça, où je te disais, j'ai un peu, pas une surprise, mais j'avais un peu un truc bonus à partager. Je connais une extension Google Chrome, donc c'est, vous savez, les petites extensions comme AdBlock, etc., que tu peux mettre sur LinkedIn et ça te donne le profil disque de ton interlocuteur. Ça s'appelle Signal et c'est top. D'accord, je Du connaissais coup, je pas. l'ai essayé sur des collègues chez Up2 et ça marche quand ils sont un peu sur LinkedIn et ça marche pas trop quand ils sont pas trop Ouais, sur ouais, LinkedIn. d'accord. Et Intéressant. ça te donne vraiment, bah, en vrai, on le fera après le webinaire, on ira regarder parce que j'ai pas Hmm. regardé le tien. Mais ça, donc voilà, ça s'appelle Signal et ça donne la couleur, voilà, Mais de vraiment, prenez en l'interlocuteur. compte cette partie émotionnelle. Il ne faut pas rentrer dans l'émotion, hein, il faut Loin pas de là même. réagir. Mm. Mais une négociation, c'est entre deux humains avant tout. Donc il y a une partie d'émotion et il faut la comprendre et voilà, il faut vraiment avancer Faut avec. s'adapter. Et peut-être aussi que notre produit qu'on est en train de vendre va avoir
une conséquence émotive sur notre interlocuteur. Ça peut être une promotion. Mhm. Si notre produit va réussir, il va être promu. Donc, lui, il est content. Ou alors, il peut aussi se faire virer. Ah oui, Donc, il faut comprendre cette partie émotionnelle. Elle est importante. Posez-vous dessus parce que ça vous permet d'aborder les différentes phases de négociation de manière aussi plus essayer posée. ouais, essayer Calme. de le prendre un peu plus. J'ai vu plutôt dauphin que requin. Je préfère plutôt cueilleur que chasseur. Euh, et ah oui, il y en a avec trois couleurs. Bon, allez, je passe parce alors ça, on peut en parler longtemps. D'ailleurs, ce serait presque intéressant de faire un webinaire Ouais, sur le sujet. Je me le note quelque part a je posteriori. regarderai. Ben, si ça se trouve, j'aurai aussi des questions pour toi. Comment est-ce que tu as une communication fluide et efficace tout au long du processus Ouais, de négociation? Et là, j'ai mis avec tes prospects et en interne parce que ouais, bon, iSpot, c'est un nouveau marché en France, mais à l'échelle internationale, vous êtes énormément et vous ouais. devez évidemment vous reposer sur plein d'équipes. Ouais, non, et je vais aller vite parce que je sais qu'on est sur la fin. Et c'est la même réponse, je pense, pour les deux. Et tout le temps, en fait, finalement, enfin, pour moi, en tout cas, c'est mon leitmotiv. Euh, aligner les équipes en interne et aligner vos clients. Vous allez parler à beaucoup de personnes chez votre client. Même eux ne se parlent pas. Donc, en fait, c'est votre rôle à chaque fois de tout reprendre, d'aligner. Et je te donne l'exemple, et je vous le donne à vous, hein. Essayez d'organiser ce soir un dîner avec 3, 4, 5 copains. Faites un groupe WhatsApp C'est vrai que tu m'avais dit ça. et vous allez voir que c'est super compliqué d'aligner. Tout le monde va vouloir manger à une heure différente, dans un resto différent, peut-être pas ce soir, mais demain. Aligner, c'est clé, c'est critique en fait. Il faut aligner les équipes, être transparent toujours sur ce qu'on fait, être transparent avec notre client, avec nos équipes internes. Et alors, en anglais, engagement, c'est vous committez en fait vraiment quand vous dites à votre client dans 2 jours, je reviens vers vous, on revient vers lui dans 2 jours. Et si on peut pas, on lui dit désolé, je vais pas pouvoir. Mais c'est vraiment mettre un engagement et s'y tenir. Et je pense que quand on est quelqu'un de transparent, on maintient nos deadlines et en plus on aligne les personnes. Voilà, je pense que la communication va être tout de suite beaucoup plus fluide et agréable. Bien joué. J'essaye Ouais, d'être concis. Je sais qu'on est sur la fin. c'était clair et net et je ne rajoute rien. Est-ce que tu saurais résumer tes réponses en trois bonnes pratiques indispensables pour négocier et toi, du coup, notamment avec des grands comptes, même si on a essayé d'adopter un peu tout, voilà. Ouais. Non, mais c'est un peu tout ce qu'on disait. Alors déjà, le premier point, négocier avec les bons décideurs, avec la bonne personne. On négocie trop souvent avec des personnes qui, en fait, n'ont pas le poids de négocier. On négocie avec elles, mais elles vont nous mettre devant d'autres personnes plus tard avec qui il faudra négocier. Donc, on a déjà finalement donné, c'est comme au poker, on a des cartes, et finalement, on a déjà mis un jeu sur la table avec une mauvaise personne. Hmm. Donc, déjà, bien définir ça. Être à l'écoute et être curieux, pour moi, c'est vraiment la clé. Faut écouter le client, il faut être curieux, il faut vraiment comprendre. On a beaucoup trop d'a priori sur des choses où on part de, voilà, on a un principe et on se met là-dedans. Donc, non, être curieux et comprendre pourquoi. Euh, et les concessions, pas de concessions sans contrepartie. Donc, toujours. Si je fais une concession, il y a une contrepartie. Et tu l'as dit, c'est pas forcément le prix. D'ailleurs, le Hmm. prix, pour moi, c'est pas quelque chose qui se négocie beaucoup. Voilà, effectivement, je peux. Moi, j'ai déjà signé. Tu Oui, l'as les dit, limites sont vite trouvées sur mais le j'ai prix. déjà signé un contrat où dans le contrat, j'ai engagé le client à être chez BFM TV, donc à la télé, avec nous, euh, pour parler de la success story, en fait, hein, du cas d'usage avec nous. BFM TV Business ou BFM BFM? TV Business, Ouais, pardon. ouais. BFM TV Business, ouais. J'avais besoin de la Non, nuance, BFM TV j'étais Business. curieux quand même. Donc voilà, c'était une contrepartie. Je ne pouvais pas donner la remise que le Ouais, client voulait. C'était impossible. Et donc la contrepartie a été que voilà, on vous la donne finalement, mais en échange, ouais. on a quelque chose que nous, on va pouvoir capitaliser. Mais en tout cas, pas de concession sans contrepartie. Je trouve que voilà, c'est pas équilibré sinon. Le jeu doit en valoir la chandelle. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. On va passer maintenant à vos questions. Oui, Sephora, je vous réponds tout de suite. L'extension qui permet de découvrir le disque à partir du LinkedIn, elle s'appelle Signal, cette extension. Je me remets le... Parce que j'ai mon ordinateur juste à côté. Pardon, non, elle s'appelle Crystal, désolé. Ouh là là, c'est pas facile. Je vous l'écris juste ici, comme ça, on est bon. Voilà, elle s'appelle Crystal, je le répète, au cas où.
On a perdu à peu près du coup 25% de notre pic depuis midi et c'est normal. On avait promis de faire attention un peu plus au timing et je vous assure, je progresse sur la question. Mais maintenant, on va passer aux questions et réponses du coup d'Anthony. Et peut-être s'il y en a pour moi, j'y répondrai, mais j'en doute. On va donc répondre à vos questions. Si vous en avez pas, je vous dis peut-être à la prochaine fois où on se retrouve sur YouTube ou à un prochain webinaire B2B ou B2C. Et du coup, n'hésitez pas à nous poser vos questions en anglais questions et réponses. Je peux te prendre encore 10 minutes, Anthony. Ouais, avec plaisir. Ok, c'est tip top. Dans les startups, gros problème de budget. Oui, en fait, moi je peux juste dire oui à Angélique que j'ai déjà vu sur le chat. Je peux juste dire oui, mais je ne sais pas si toi tu as un avis sur la J'imagine, question. Angélie, que quand on est dans une startup, budget chez nos clients, nos prospects, donc oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail, ce que j'ai dit au début, le white change. C'est vraiment expliquer pourquoi cette startup, elle existe. Il y a un besoin, elle existe, il y a un besoin. Si on a des références clients, toujours les mettre en valeur et vraiment amener le client sur ce white change, donc lui faire amener la réflexion sur la manière dont je travaille aujourd'hui n'est pas correcte. Il y a mieux en fait. Et le faire aujourd'hui, c'est prendre un avantage concurrentiel. Le faire demain, c'est trop tard. Une fois qu'il a compris ça, déjà, on va pouvoir avancer parce que le budget, si on creuse, c'est pas forcément le budget, c'est j'ai pas de budget pour cette Ouais, solution-là. mais c'est vrai que les startups sont un petit peu plus en flux tendu depuis Bien la crise, sûr. ça c'est évident. Clair et net, il y a finalement peu d'acteurs tech qui aussi, quand on pense aux nouvelles solutions, qui arrivent à tirer le haut du pavé. Vincent, je vous vois lever la main, mais je vous disais pendant le webinaire, donc Vincent Labouche, il faut poser votre question dans l'onglet Q et R. Euh, on, je vois que vous levez la main. Mais du coup, il faut poser votre question soit dans le chat et je la lirai si besoin, même si c'est vraiment pas l'endroit, soit dans l'onglet Q&R. Et Angélie, voilà, vous avez notre commentaire. Cette question, j'avais vraiment envie de te la poser en plus tout à l'heure. J'avais envie, du coup, de te demander, comme Louis, comment tu as vu l'évolution culturelle de la négociation à travers ta expérience et où est-ce que tu places l'aspect culturel dans ta négociation? Tu vois des différences ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. En plus, comme je dit au début, moi, j'ai fait Ouais, 8 ans à l'étranger. en Amérique du Sud. J'étais au Mexique, 3 ans, avec une culture très, très différente. Euh, Où je la place, je sais pas. Un peu tout le temps, en fait, parce qu'il faut la prendre en compte, évidemment. Hmm. Ouais. Et dans la partie culturelle, il y a aussi la partie qu'on parlait tout à l'heure avec les personnalités, finalement, les émotions. Mais oui, tout le temps, il faut la prendre en compte dès le début dans la manière dont on va interagir avec les personnes. Euh, mais tout le temps, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas si Louis peut détailler la question. Mais ouais, c'est vraiment ça, s'adapter et essayer aussi de faire comprendre à notre interlocuteur que nous aussi, forcément, nous aussi, on a cette différence culturelle peut-être, et donc lui faire comprendre euh, que la manière dont on interagit, elle est liée aussi à notre impact culturel à nous. Donc c'est vraiment Hmm. communiquer, expliquer les pourquoi de ça. Bien répondu. Alors là, c'est hyper étonnant. On a une question qui nous a posée à 9h49 du matin. Je ne sais même pas comment c'est possible. Dans les concessions, la contrepartie ne peut-elle pas être la fidélisation du client? C'est... Si, si, moi j'aime bien. La fidélisation dans le sens où la contrepartie peut être un accompagnement client, Hmm, finalement. On a des équipes qui vont accompagner le client. Ça peut être un workshop de lancement, un kick-off. Ça peut être trois ah, tu le formalises dans la contrepartie. ça Ouais, peut être ça, ou ouais. ça peut être effectivement la fidélisation. Est-ce que le client, il a un kick-off euh, Un en thème. Bretagne Ouais. à la rentrée, on peut y aller, on peut se déplacer sans frais, c'est nous qui y Hmm. allons. Et finalement, on va aussi lui permettre à lui d'animer ce lancement. Donc, effectivement, Ouais, c'est une fidélisation extra, en fait, on va dire. Parce que ouais, sinon, on essaye ouais. de s'engager, quoi, en général. Ah, c'est très, très intéressant votre question, Nino. De rien, Louis, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent vaquer à leurs occupations et on répond aux questions peu à peu. Donc, merci pour tout. Il y a Fabrice qui a beaucoup interagi avec nous pendant le webinaire qui disait notamment merci beaucoup, Paul Etienne et Anthony, pour ce bel échange interactif et instructif. C'est le genre de commentaire qui fait plaisir et qui fait Merci passer à une vous. belle semaine. Donc, merci beaucoup.
Je reviens à la question de Nino, même si je continuerai de lire vos compliments, évidemment, avec grand plaisir. La question de Nino, c'est comment gérer le facteur inflation dans la croissance d'un client? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Une question dure et très dure, actuelle. compliquée. Non, non, encore une fois, il faut toujours creuser. Donc l'inflation dans la croissance du client, je pense qu'aujourd'hui, c'est partout. Ça impacte les budgets. Il faut comprendre finalement, il faut revenir sur la partie un peu initiative stratégique du client. Qu'est-ce qu'il veut faire cette année? Où sont les priorités? Les priorités, elles vont changer. Où sont les priorités? Quel KPI, quel indicateur il veut impacter cette année? Et est-ce que notre solution peut se rattacher à ces KPI? Si oui, on va pouvoir avancer avec lui. Si vraiment le client a des priorités sur des indicateurs précis et que notre solution est vraiment pas dedans, on ne sera pas une priorité. Et il faut savoir aussi lâcher un peu de lest et il faut savoir des fois ne pas poursuivre une négociation si dès le début, voilà, on sait que ça va pas aller plus loin. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre le client, qu'est-ce qu'il impacte aujourd'hui, quels sont les indicateurs, qu'est-ce qu'il recherche comme productivité et voir si on peut se rattacher à ça. Il faut juste comprendre que dans l'économie actuelle, pendant longtemps, tout ce qui était investisseur, marché, on regardait la croissance et finalement la croissance à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, les investisseurs ne regardent plus la croissance, mais la rentabilité. Donc on peut être en croissance, mais si on n'est pas rentable, on va être dans cette partie en fait de difficulté. Et c'est ce qu'il faut demander à ses clients en fait, et voir si nous on peut impacter, aider cette partie-là ou pas. Encore plus que d'habitude, finalement. Ouais, Sephora, qui on répondait déjà tout à l'heure ouais. un petit peu en direct, nous demande comment renégocier pour une nouvelle solution, sachant que la précédente proposée n'avait pas fonctionné chez le client. Ou elle est dure, celle-là. Alors, Elle est précise aussi. si notre, si, alors, ouais, je sais pas, je comprends pas trop si c'est notre solution qui n'avait pas fonctionné ou Bah, imaginons que ce dans soit on va ouais, dire dans une la solution catégorie similaire. de marché similaire. Euh, alors, c'est toujours bon signe d'avoir une solution d'un concurrent chez le client. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. Parce que ça veut dire que le client a déjà dégagé un budget, a déjà dégagé des équipes, des ressources pour finalement gérer cette solution. Donc, c'est positif. Il faut vraiment reprendre les bases. Euh, Pourquoi initialement vous aviez été sur cette solution? Euh, Quels étaient, s'il y en avait, quels étaient les objectifs? Quels chiffres vous vouliez impacter? Et finalement, quels sont les résultats? Et peut-être aussi reprendre un petit peu la manière dont nous, on travaille. Moi, je sais que chez iSpot, on a des manières de travailler justement dans le temps. Et c'est un petit peu, je reprends ça aussi avec les clients sur, voilà, nous, l'idée, c'est d'identifier vraiment la partie business que vous Mhm. voulez impacter et on va vous suivre dans ce sens-là. Donc, faire une revue avec le client de pourquoi ça n'a pas marché. Euh, c'est pas forcément à cause de la solution, c'est aussi peut-être à cause en interne Du service client d'une également. maturité ou autre, et voir comment est-ce que nous on peut répondre à ça. C'est- C'est du travail, mais c'est positif, et je pense que c'est très important. Je suis pas surpris, mais tu t'es bien adapté à la question. Alors, je vais essayer de trier un petit peu vos questions parce qu'il est quelle heure là? Il est midi 20. On Allez, perd un peu de monde. on prend deux questions. Je sais que vous êtes encore en ligne et il y a eu beaucoup, beaucoup de belles questions. Pom. Bon, est-ce que tu peux répondre peut-être en 20 secondes à celle-là parce que ça peut intéresser pas mal de gens. La différence entre les boîtes américaines et plus généralement anglo-saxonnes et françaises sur la manière de négocier et de vendre. Mm. Il y a du bien et du moins bien dans les deux. Une boîte américaine est un peu moins flexible, en tout cas dans les prix, mais beaucoup plus flexible et créative dans plein d'autres choses. Et une boîte française a C'est aussi l'inverse. et a ses avantages aussi d'être une boîte française sur un marché local. Donc Les Américains, ils sont pas trop en mode That's great, that's awesome, et ensuite plus de réponses. C'est pas, ça va ça? non, parce qu'après une boîte américaine sur un marché français, forcément nous on tropicalise Mhm. l'approche. Euh, Moi je le vois plus sur les investissements finalement. Une boîte américaine, elle va investir euh, beaucoup plus euh, en vue d'avoir des résultats, une boîte française va attendre des résultats pour Ouais, investir. ça c'est Donc, sûr. c'est Et plus c'est c'est même niveau humain, c'est comme ça. c'est plus voilà. En France, on a tendance à faire Ouais. confiance qu'une fois qu'on connaît la personne, alors que c'est vrai que ça se retrouve même culturellement.
Hop, hop, hop. Non, on ne recrute pas en Afrique subsaharienne. Je vois le commentaire aussi, donc je réponds en même temps. Et Angélie, il faudra regarder le replay pour cette question parce que il y a deux choses différentes. Il y a Up2 et iSpot. Je voyais que vous parliez que de notre entreprise tout à l'heure. Donc, vous pourrez regarder le replay où on parle un peu plus d'iSpot, du coup, vers 30 minutes de le replay. Voilà. Alors, je vais essayer de sélectionner plus qu'une seule question, d'accord? Vraiment, hein. Alors, hop, 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 hop. Alors, celle-là, je l'aime bien. En plus, c'est un spectateur anonyme. Donc, on y va. Les stratégies des alliés, c'est une stratégie des alliés qui dit de ne pas passer de temps avec trop de rouge, car c'est chronophage à faire changer d'avis. Les fonceurs et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? Ouais, ouais, enfin, ça se Je connaissais discute. pas. Oui, si, si, ouais, ouais, ça se discute. Alors, pas passer trop de temps, mais je pense qu'il faut les adresser. En fait, c'est ça que je voulais dire. Il faut les adresser. Peut-être pas directement. Il faut être, encore une fois, créatif. C'est des personnes qu'il faut adresser, qu'il faut solliciter. Est-ce que ça nécessite d'avoir tout un travail sur justement plutôt la partie opérationnelle, la partie besoin métier pour aller voir les rouges et dire, écoutez, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais sur le terrain, il se passe des choses et finalement, je pense que ça vaut le coup qu'on se parle. Est-ce que ça demande ça? Est-ce que ça demande d'avoir chez nous quelqu'un de haut placé qui parle à cette personne? Parce qu'il y a peut-être aussi une partie influence. Il faut réfléchir, mais je pense qu'il faut adresser les rouges, surtout si le rouge est signataire et décisionnaire. Parce que s'il est signataire et décisionnaire et qu'on ne l'a pas adressé, il ne signera pas notre contrat. Donc Ok. en fait, il faut l'adresser. Passer du temps, je suis d'accord. Encore une fois, c'est comme les concessions tout à l'heure qu'on disait, il faut juger. Est-ce que ça demande de passer beaucoup de temps ou pas? Ouais. Mais encore une fois, c'est souvent le moins agréable, la Qui va zone t'apprendre le plus? Ouais. en dehors de la zone de confort qui va apporter le plus à la négociation. Donc, il faut le faire. Se dépasser. Voilà. On continue. Euh, Tu avais dit la dernière? Angélie, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui, non, non, c'est bon, c'était la dernière. Ah, ok. Ouais, Très bien. c'était la dernière. Alors, Angélie, si vous voulez me mettre un dernier commentaire pour me dire de quoi vous parlez, je suis à disposition pendant encore 30 secondes. Et sinon, on vous lit, puisqu'on voulait aussi profiter un petit peu de vos compliments. Ils étaient encore plus nombreux que d'habitude, je dois dire, puisque peut-être qu'on a répondu et duré pendant 23 minutes de plus que prévu, mais c'est normal, on voulait vous répondre, vous étiez encore en ligne et ça nous fait plaisir. Et donc, merci Anthony, vraiment, vraiment, Merci à toi, Paul merci Étienne. d'être, Merci à vous. d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir apporté tant de valeur ajoutée. Je pense que vous pourrez tous retrouver ce webinaire avec plaisir sur YouTube. Je vais essayer de vous le proposer d'ici la fin de la semaine. Et on va aussi le poster sur LinkedIn. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn où évidemment, il y a nos posts, etc. Je sais que parfois les invités webinaires peuvent être contactés sur LinkedIn, donc ne sois pas surpris. Ne soyez Pas pas de trop problème. timide si vous avez quelques questions et que Anthony a beaucoup de temps. Et merci beaucoup aussi à Fanny qui a géré la régie d'une main de maître et qui a fait preuve de l'agilité dont on parlait quand on parlait négociation tout à l'heure. Ah, et c'est très gentil, Béatrice, pour ce retour. J'ai adoré construire le plan de territoire, ne pas chercher à convaincre mon client, mais à le motiver, passer du temps avec les gens qui ne nous aiment pas, comprendre les clients de mes clients. Ça, c'est gentil, c'est la mienne. J'ai réussi à en passer une. Parler aux clients sans rien lui vendre. Merci pour tout et un petit take care, donc avec grand plaisir. Bah, vraiment, Merci. vraiment, merci à tout le monde. On se voit sur le replay, sur les réseaux Up2 et je vous souhaite une super journée et un très bon reste de semaine. Merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires. Merci. Au